Bonjour à tous, on va démarrer la conférence. Donc juste avant de démarrer, deux, trois petits conseils. Et puis à la fin de la conférence, quand vous commencez à en avoir un petit peu plein la tête, je vous en donnerai tout un tas d'autres. Premièrement, méfiez-vous des questions de physio, sémio, anat, tout ça, il y en a de plus en plus. Il faut vraiment y être prêt. C'est pas forcément des questions en mode P1, mais c'est plus des questions des QCM classiques où ils rajoutent ensuite un petit mot sur la phrase pour sélectionner les gens qui ont compris versus ceux qui ont juste appris par cœur. Donc méfiez-vous de ça, il faut absolument quand vous faites vos dossiers, quand vous révisez vos cours, que ça soit parfaitement en tête et vous compreniez absolument comment le système fonctionne. Méfiez-vous de la sémio. La sémio, c'est une des choses qui a le plus augmenté entre votre ECN version QCM et les anciens ECN rédactionnels. Ça a été multiplié par 4 pour vous donner une idée. Donc, vous aurez des questions de sémio. Il faut absolument, pareil, y être préparé. Imagerie, tout ça, on va le voir dans la conf. Et donc, aujourd'hui, on va avoir 3 dossiers assez à la mode. Premièrement, tumeur hépatique, avec tout ce qui est cirrhose, greffe et traitement. Le sein, avec les recommandations, le suivi et notamment la BRCA 1 et 2. Et enfin, un dossier d'ischémie mésentérique aiguë qu'il faut savoir faire parce que pareil, c'est très tombable, notamment dans des dossiers transversaux. Surtout s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à m'interrompre. Je reprends, je réexplique autant de fois qu'il faut. Donc, premier dossier, on va commencer sur, je relis rapidement l'énoncé. Jeune chef de clinique, vous participez au staff des pathologies de votre CHU. Et première question, quels critères d'imagerie permettent de poser le diagnostic de CHC sur un foie cirrhotique? Alors, je vous rappelle que sur un foie cirrhotique, il faut que ce soit un foie cirrhotique. Dès lors que vous avez une lésion qui fait plus de 1 cm et qui présente ces deux critères-là, c'est-à-dire l'hypervascularisation au temps artériel et le lavage au temps portal ou tardif, eh bien, vous pouvez affirmer que c'est un CHC, sans histologie. Attention, ça ne marche que sur un patient qui est cirrhotique. Donc, soit qui a une cirrhose prouvée histologiquement, soit qui a une cirrhose très fortement suspectée parce que la clinique, la biologie et l'imagerie vont dans le sens de la cirrhose. Donc, lésion de plus d'1 cm, hypervascularisation au temps artériel et lavage au temps portal ou tardif. Ça ne veut pas dire que si on a ça sur un foie non cirrhotique, ça n'est pas un CHC. Ça veut juste dire que la probabilité, elle reste bien évidemment très élevée, mais elle est un tout petit peu plus faible que sur le foie cirrhotique, et du coup, on ne peut pas affirmer que c'est un CHC sans faire d'histologie. Je vous rappelle que le foie il est vascularisé par le tronc porte, ça apporte à peu près 70% du sang, et l'artère hépatique, 30%. Le CHC, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va d'abord détruire le foie, donc il fait un trou, et ensuite il se développe, et il développe sa néovascularisation, sa néoangiogénèse, exclusivement à partir de branches de l'artère hépatique. Oh, Ça le veut son dire que marche du coup, pas. quand vous avez Mais ça va un toujours patient et que marcher. vous injectez du fluide de Ah, peut-être contraste, c'est ça. Ouais, ça vous marche. lancez le patient, le scanner au temps artériel, le foie reçoit 30% de sang avec du produit de contraste, 70% de sang sans produit de contraste. Le CHC, vu qu'il n'est vascularisé que par l'artère, c'est 100% produit de contraste, donc il flash, prise de contraste auto-artérielle. Et quand vous lancez le scanner au temps portal, eh bien, le foie reçoit 70% de sang avec du produit de contraste, le CHC 0, puisqu'il ne reçoit que de l'artériel où il n'y a plus de produit de contraste, donc il se lave et c'est le foie qui se rehausse. Le washout, au temps portal ou tardif. Ça, pour les critères classiques, 2 exemples. Alors, chaque fois, vous verrez, quand je vous mets des images, je vous mets souvent plusieurs exemples et l'image du collège. Ici, on a un scanner sans injection. On devine déjà la lésion. Temps artériel, ça se rehausse massivement. Portal est tardif, ça se lave. Autre exemple, celui du collège, toujours pareil. On la devine sans injection. Artériel, ça se rehausse. Je vous rappelle que au temps artériel, la rate a un rehaussement hétérogène, un peu léopard, un peu zébré. C'est comme ça qu'on la reconnaît. Puis, au temps portal et tardif, la lésion se lave. Si on fait une IRM, exactement pareil, sans injection artérielle, portal et tardif. En T2, le liquide cérébrospinal est blanc. On devine déjà la lésion qui est un petit peu en hypersignal T2. Et le T2, l'avantage, c'est qu'il vous permet de vachement bien voir l'acide. Tout ça, c'est de l'acide périhépatique et périsplénique. Donc ça, ce sont des lésions, des images complètement tombales. Il y a un autre signe qu'ils aiment bien, qui est un peu à la mode en plus maintenant avec tout ce qui est Covid, thrombose, etc. C'est l'envahissement veineux. Je vous rappelle que le CHC, ça fait partie des
cancers qui ont le potentiel d'envahir les veines. C'est un envahissement tumoral, hein, c'est du cancer qui pousse dans les veines, ce qu'on appelle le signe d'Okuda. Et du coup, si jamais la tumeur envahit la veine, le tronc porte, j'efface ça, on imagine que cette tumeur rentre dans le tronc porte et l'envahit. Donc c'est ce qu'on appelle une thrombose tumorale. En fait, c'est du thrombus tumoral, c'est du cancer. Hein. Voilà. Le terme thrombus est inadapté. C'est du cancer, c'est ça. Bien évidemment, si ça bouge le tronc porte, le sang devant va stagner. Donc il peut lui-même thromboser, donc faire du vrai thrombus chlorhydrique. Et c'est pour ça qu'on vous dit souvent que, vous lisez dans les items, que quand il y a une thrombose du tronc porte, il faut penser à rechercher un CHC. Alors, ça ne sera pas le petit CHC ici d'un millimètre, hein. Ça sera le gros CHC qui rentre, qui envahit le tronc porte et qui le bouche. Donc ça, à savoir également, image du collège, vous avez un gros CHC ici, et dans le tronc porte ici, eh bien, vous avez un thrombus. Donc, image également à savoir reconnaître. Je continue. Alors, maintenant, un petit rappel des recommandations. Donc, un patient cirrhotique chez qui on découvre un nodule, très simple, plus d'1 centimètre, scanner ou IRM, s'il y a les deux critères, il faut les deux, eh bien on peut affirmer que c'est un CHC. Si jamais il n'y a pas les deux critères, qu'on a fait le scanner, par exemple on fait l'IRM, si jamais on ne peut pas, ou que sur l'autre examen, il n'y a pas non plus les deux critères, à ce moment-là, il faut biopsier. Si maintenant on a une lésion de moins d'1 centimètre, c'est simple, échographie de contrôle à 3 mois. Pourquoi? Parce que 3 mois, c'est le temps de doublement du CHC. C'est-à-dire que si vous avez ici, par exemple, je ne sais pas, une lésion de 6 mm, eh bien, 3 mois plus tard, si c'est un CHC, elle fait 12. Et donc, elle a basculé dans l'autre arbre ici, des lésions de plus d'1 centimètre. Alors, 3 mois, c'est un temps moyen, bien évidemment. Il y a des CHC qui poussent plus vite, d'autres un peu moins vite, mais ce n'est pas grave. Si jamais ça n'a pas bougé, on refait encore un contrôle pour être sûr que ce n'est pas un CHC qui pousse très lentement. Ce 3 mois, le temps de doublement, ça explique également pourquoi chez le patient cirrhotique, on fait des échographies de dépistage tous les 6 mois. L'idée, c'est quoi? C'est de dépister les CHC tant qu'ils ont une taille curable. Je m'explique. Si vous faites une échographie à un patient qui a un petit CHC de 3 mm, vous le loupez. Bon, c'est pas grave. 3 mm, 3 mois plus tard, il fait 6. 6 mois plus tard, il fait 12. Donc vous le revoyez 6 mois plus tard, il fait 12. Là, vous le voyez, et vous êtes toujours avec un CHC qui a une taille curable. On va y revenir après. Donc en fait, le but de ces échographies-là, c'est de faire des échographies suffisamment rapprochées pour toujours détecter les CHC quand ils sont encore curables, mais ne pas faire non plus d'échographie tous les 2 matins, parce que sinon, 1, le patient n'y en a pas, 2, ça coûte cher, etc. Donc, tous les 6 mois. Un petit mot sur l'alpha-fétoprotéine, avant de revenir sur les QCM. Alors, l'alpha-fétoprotéine, je vous rappelle qu'elle n'est pas utilisée, qu'elle n'est plus utilisée pour le dépistage, tout simplement parce qu'en fait, ce n'est pas du tout sensible. Pour dépister, il faut qu'on ait un marqueur qui soit très sensible, sinon ça ne sert à rien. En revanche, on verra qu'elle est très utile pour le pronostic, je vais y revenir, et pour le suivi. C'est simple, hein, si vous avez un patient qui a un CHC avec une alpha-fétoprotéine au plafond, vous le traitez, elle s'effondre, puis quelques mois plus tard, elle réaugmente, bah, c'est qu'il y a une récidive. Donc, question 1, critères d'imagerie qui permettent de poser le diagnostic de CHC sur foie cirrhotique, prise de contraste auto-artériel, washout, autemportal ou tardif. Et l'alpha-fétoprotéine, suivi et pronostic. Ensuite, que pensez-vous de cette échographie hépatique? Alors, ça me permet d'abord de faire un rappel sur l'imagerie du patient qui a une cirrhose. Déjà, je vous rappelle que le foie, quand il est agressé de façon chronique, des cellules meurent, il y a des cytolyses, et le foie cicatrise. Et le problème, c'est qu'il cicatrise de façon pathologique, il y a trop de collagène, ça fait de la fibrose. Donc la fibrose, c'est un petit peu rétractile, ça fait un petit peu des trous, ça tire un petit peu. Et le foie, il a la possibilité de se régénérer. Et donc, qu'est-ce qu'il fait quand il se régénère? Eh bien, il y a des petites cellules qui prolifèrent, qui font des boules. Ça fait des nodules de régénération. Et forcément,
les nodules de régénération, quand il y en a des milliers, quand ils sont sous-capsulaires, ça fait des bosses. Donc, entre la fibrose qui tire et les nodules qui font des bosses, ça vous donne un contour de foie bosselé. Contour bosselé, contour nodulaire. Dysmorphie. Pourquoi la dysmorphie? Tout simplement parce que, normalement, le foie, c'est mou. Le foie, c'est mou. Vous avez le sang, on a vu, qui arrive par le tronc-porte. Et puis, il repart par les veines hépatiques, direction la veine cave. La fibrose, c'est quoi? C'est dur. Le foie devient de plus en plus dur. Donc, en fait, plus vous avancez, plus le sang, a du mal à rentrer dans le foie, parce qu'il est très dur. C'est pour ça que la pression dans le tronc-porte augmente. C'est d'ailleurs pour ça que tout ce qui se draine dans le tronc-porte ne peut plus se drainer. J'ai dû vous mettre un schéma quelque part. Alors, hop, voilà, ici. Donc, vu que le sang n'arrive plus à rentrer dedans, ça stagne dans le tronc-porte. La pression augmente. Donc, tout ce qui se draine dedans ne peut plus se drainer. La rate, par exemple, ne peut plus se drainer, donc le sang stagne dans la rate. Donc, la rate est hyper alimentée, elle grossit. Les veines œsophagiennes ici, pareil, ne peuvent plus se drainer dedans, donc elles se dilatent, ça fait des varices œsophagiennes, etc. Des fois, le sang se met même à stagner. C'est pour ça que ça peut thromboser spontanément. Et vu que le sang, du coup, il stagne, il reste très proche ici, et il va hyper alimenter les segments qui sont proches, notamment le segment 1, le foie gauche, et au contraire, il va hypoalimenter ceux qui sont très loin. Le 4, qui va s'hypotrophier, le foie droit, etc. Donc en fait, cette anomalie de vascularisation vous explique la dysmorphie du foie. L'hypertension portale, on l'a vu. D'ailleurs, le but du TIPS, c'est quoi? C'est de créer un shunt entre le tronc-porte et une veine hépatique pour court-circuiter complètement le foie et faire effondrer du coup l'hypertension portale. Et je vous ai dit, quand le foie est très très dur, le sang peut se mettre à stagner, il peut même repartir dans l'autre sens, puisqu'il y a toujours l'artère bien sûr qui rentre dans le foie, qui apporte du sang. Donc si jamais vous êtes ici et que vous mettez votre échographie sur le ventre du patient, la sonde-échographie, c'est-à-dire si vous faites ça c'est une vue de face du foie au scanner, vous mettez la sonde échographique ici, normalement le sang du tronc-porte vient vers la sonde. Donc si vous faites du Doppler, le codage c'est qu'un vaisseau qui vient vers vous, il est codé en rouge. Un vaisseau qui fuit la sonde, il est codé en bleu. Donc normalement quand vous faites une échographie du foie, le sang doit rentrer dans le tronc-porte, donc ça doit être rouge. Vous avez la sonde posée sur le ventre ici, vous avez le foie ici, le patient est couché sur le dos, il y a la vésicule biliaire dessous, la tête est par là-bas, et bien le tronc-porte en rentre dans le foie, vers la sonde, donc c'est rouge. Si jamais c'est bleu, pareil, vous avez le foie ici, la sonde posée sur le ventre, si c'est bleu, c'est que ça fuit le foie, c'est un flux hépatophuge. Ça, pareil, on le rencontre dans le cadre de la cirrhose. Donc, sur la question ici, que pensez-vous de cette échographie hépatique? Eh bien, elle est compatible avec une cirrhose. Elle n'est pas normale, il y a un flux hépatophuge. Après, ça ne contre-indique pas une biopsie, la voie biliaire n'est pas dilatée, tout le reste était faux. Alors, pour répondre à la question de Salim, l'alpha-fétoprotéine, pas d'intérêt dans le dépistage, parce que, encore une fois, pas sensible. En fait, avant, elle était utilisée. Maintenant, elle est sortie des recos. Ça veut dire que si on vous pose la question, ça sera tranché, c'est-à-dire est-ce qu'il faut la faire ou pas? Est-ce qu'il faut la faire? Non, ce n'est pas dans les recos. Après, bien évidemment, il y a toujours des services qui la font, mais en tout cas, c'est plus dans les recos. Et si vous posez la question, il faut être conforme aux recos, et donc pas d'alpha-fétoprotéine pour le dépistage. Par contre, dès que tu vois une lésion dans le foie, là, bien évidemment, il faut la faire. Parce que dans le cadre du diagnostic et du suivi, elle va être intéressante, mais pas pour le dépistage en systématique. Alors, qu'est-ce qui contre-indique une ponction biopsie par voie transcutanée? Transpariétale, 3 choses. 1, les troubles de l'hémostase, normal, il y a un risque de saignement. 2, la dilatation diffuse des voies biliaires. Et 3, l'acide. Alors, pourquoi la dilatation diffuse des voies biliaires, c'est un problème? Est-ce que c'est un problème de percer les voies biliaires? En fait, non. On peut très bien percer les voies biliaires. De toute façon, si vous avez une lésion ici et que vous faites une biopsie pour aller la chercher,
bah forcément, vous percez des voies biliaires. Donc, ce n'est pas grave du tout. Le problème, c'est que si les voies biliaires sont dilatées, eh bien, c'est qu'elles sont bouchées quelque part. Sinon, elles ne sont pas dilatées. Et du coup, si elles sont dilatées, bah, c'est que c'est bouché quelque part. Et là, si c'est bouché, c'est que c'est sous hyperpression. Et si vous mettez là, cette fois-ci, un coup dans la voie biliaire, vous faites un trou et ça va saigner. Pardon, la bile va sortir et ça va faire une péritonite biliaire. Donc en fait, contre-indication absolue, la dilatation diffuse des voies biliaires. Pour ce risque-là, parce que percer des voies biliaires, c'est pas grave. Par contre, si vous percez des voies biliaires, quand elles sont sous hyperpression, eh bien, toute la bile sort et ça fait une péritonite biliaire. Deuxième point, l'acide. Alors, l'acide, si je reviens sur l'image, voilà. Quand vous faites un geste, vous mettez un petit coup de bistouri sur la peau, là, où vous coupez la peau, vous ressortez. Qu'est-ce que vous faites? Ça saigne. Vous mettez la main dessus, avec une compresse, vous appuyez, vous faites l'hémostase. Donc, ça, pour la peau, bah, c'est pareil pour le foie. Alors, hop. Si jamais vous rentrez ici, clac, vous ressortez, bah, vous n'allez pas mettre une compresse ici appuyée. En fait, la paroi abdominale, ici, ça fait le job. C'est-à-dire que ça va appuyer sur le foie et ça va empêcher de saigner. Ça fait hémostase. Le problème, c'est que s'il y a de l'acide, alors c'est pas de l'eau ici, mais on imagine que ça c'est de l'acide, et que vous rentrez et que vous ressortez, bah, le problème, c'est que l'eau ici, ça n'appuie absolument pas sur le foie. Donc l'acide, ça ne permet pas de faire l'hémostase, et c'est pour ça que l'acide, c'est aussi une contre-indication. Donc c'est l'acide plus la dilatation des voies biliaires, plus le trouble de l'hémostase humaine. Donc acide, dilatation diffuse des voies biliaires et trouble de l'hémostase. Donc CHC non, hypertension portale non, flux hépatofuge non plus. Maintenant, un patient présenté au staff souffre d'un CHC confirmé. Histologiquement, un traitement par chimioembolisation est envisagé après RCP. Quelles sont les bonnes réponses? Alors, ici, il ne faut bien évidemment pas connaître les produits, les chimios, etc. qui sont mis, il faut juste comprendre le principe. Qu'est-ce que c'est le principe? Chimio-embolisation, déjà, il y a deux choses. Premièrement, quand vous avez un CHC qui est alimenté par définition que par l'artère hépatique, eh bien, on va aller dans l'artère hépatique, injecter directement la chimiothérapie dedans. Comme ça, la chimiothérapie va directement dans le CHC. On est beaucoup plus efficace. Donc, première chose, chimiothérapie. Je décris un peu l'historique pour que vous compreniez. Puis, vu que le CHC est alimenté que par l'artère hépatique, on bouche, embolisation. Vous bouchez l'artère hépatique. Alors, le foie, lui, je vous rappelle qu'il a 70% du sang qui vient du tronc porte. Donc, certes, il va pas trop aimer qu'on bouche l'artère hépatique, mais il peut très bien s'en passer. Le CHC, pas du tout. Si vous bouchez l'artère hépatique, il n'y a plus rien qui l'alimente. Donc, c'est ça la chimio-embolisation. Il y a deux mécanismes. Il y a à la fois de la chimiothérapie plus l'embolisation. En réalité, maintenant, on vient boucher le plus proche du CHC pour limiter les effets négatifs sur le foie, mais c'est le même principe. Donc, double action, une action cytotoxique et une action ischémique. Et du coup, on comprend facilement que les deux contre-indications à avoir en tête pour les ECN sont logiques. Hein. C'est la thrombose porte étendue. Forcément, vous bouchez l'artère hépatique, il ne faut pas qu'il ait le tronc porte déjà bouché. Sinon, vous le bouchez le seul vaisseau qui lui arrive, donc c'est la cata. Et deuxièmement, l'insuffisance hépatique, parce que si vous avez un patient qui est déjà insuffisant hépatique, bah, le fait de boucher l'artère, ça va trop perturber le patient, le foie, pour qu'il puisse encore tenir. Donc vous allez encore plus aggraver l'insuffisance hépatocellulaire. Donc, ces deux contre-indications-là à respecter pour la chimio-embolisation. Le reste, pas besoin de l'avoir en tête. Donc, double action antitumorale, oui. Donc, ce n'est pas juste une injection de chimiothérapie. La concentration intratumorale de chimiothérapie est supérieure par rapport à celle qu'on obtiendrait dans la tumeur
par une administration par voie systémique, oui, parce que là, vous êtes directement dans l'artère, vous pouvez envoyer toute la chimio directement, donc vous pouvez en mettre beaucoup plus. Il y a un risque d'insuffisance hépatocellulaire puisqu'on bouche l'artère. Les complications systémiques sont majorées comparativement à la chimiothérapie par voie systémique. Non, au contraire, on va directement dans la lésion, donc finalement. Et qu'est-ce qu'on peut traiter? Les CHC. De toute façon, HNF, c'est bénin, stéatose, c'est bénin, angiome, c'est bénin, kyste, c'est bénin. Donc les contre-indications, insuffisance hépatique et thrombosport étendue. Un petit mot sur la thrombosport, parce qu'il y a quelques questions sur ça. Le tableau clinique, c'est un petit peu le même que celui d'une thrombose du membre inférieur. Quand vous faites une thrombophlébite, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un thrombus qui se forme dans la veine. La veine, ça le déteste. Le thrombus, ça l'irrite. Donc les parois de la veine s'épaississent. Il y a une inflammation locale. C'est pour ça que vous avez la jambe rouge, chaude, etc. et douloureuse. Parce qu'il y a une phlébite, une inflammation de la veine réactionnelle au thrombus, thrombophlébite. Dans le ventre, c'est pareil. Si vous bouchez le tronc porte avec un thrombus, vous aurez pareil. Et donc des douleurs, un fébricule, puisque vous avez une inflammation, et en plus de ça, les signes d'hypertension portale. Acide, splénomégalie, puisque vous bouchez complètement le tronc porte. Donc la présentation d'une thrombosport, douleur abdominale, fièvre, puis ensuite acide, splénomégalie, ou au sens large, les signes d'hypertension portale. On vient maintenant sur la transplantation hépatique. Alors, transplantation hépatique, plusieurs choses ici. Déjà, je vous rappelle qu'il y a, on va dire, deux grandes indications de la transplantation hépatique, qui sont la cirrhose et le CHC. Les hépatites fulminantes également, le reste, ce sont des raretés. Alors, ce qui est super bizarre, c'est que normalement, le cancer, c'est une contre-indication à la greffe, puisque vu que vous mettez votre patient sous immunosuppression, pour pas qu'il rejette l'organe, et que le système immunitaire nous défend non seulement contre les agents exogènes, mais aussi contre les tumeurs, vous faites flamber les tumeurs. Donc normalement, cancer égale contre-indication absolue à la greffe. Là, c'est très bizarre parce que le CHC, c'est un cancer, pourtant, on peut greffer. Pourquoi? Parce qu'en fait, le CHC, il a une particularité, c'est que pendant très longtemps, il reste localisé uniquement au niveau du foie. Ça veut dire qu'il ne fait pas de métastase. Donc si vous avez un foie avec un CHC, vous enlevez le foie, vous mettez un nouveau foie, vous pouvez mettre le patient sous immunosuppresseur, puisqu'il n'y a plus de cancer. Ça veut dire que pour greffer un patient qui a un CHC, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de métastase. Si vous avez des métastases, trop tard, on ne peut plus greffer. Quand vous avez un patient, par exemple, qui a un cancer du côlon, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le bilan d'extension, vous vérifiez qu'il n'y a pas de métastase. Si le radiologue vous dit qu'il n'y a rien, il n'y a pas de métastase, il y a juste le cancer, rien d'autre, vous opérez votre patient, vous lui faites une hémicolectomie, vous enlevez le cancer, il n'y a plus de cancer. Pourtant, derrière, vous le surveillez, et même des fois, vous faites une chimiothérapie adjuvante. Super bizarre, parce qu'il n'y a plus de cancer. Pourquoi vous surveillez et pourquoi vous faites une chimiothérapie adjuvante? En fait, tout simplement parce que même quand on n'a strictement rien au bilan d'extension, on n'est jamais certain qu'il n'y ait pas des cellules micrométastatiques qui soient déjà parties. Et si jamais vous n'avez rien dans le foie et que 6 mois plus tard, il y a une métastase dans le foie qui est apparue, en fait, elle n'est pas apparue 6 mois plus tard. Elle était déjà là. Sauf qu'elle était microscopique, vous ne la voyez pas. Et elle a mis du temps, quelques mois, pour pousser. Ça veut dire qu'en fait, on n'est jamais certain que c'est strictement local. Alors, comment faire avec le patient qui a un CHC pour être certain qu'il n'ait pas déjà envoyé des cellules micrométastatiques? Parce que sinon, vous le tuez. Vous le mettez sous immunosuppression, les cellules micrométastatiques vont flamber, il va faire des métastases partout. Eh bien, en fait, il faut trancher, et c'est là qu'interviennent les critères de Milan, les critères d'éligibilité. En fait, ces critères-là, ils ne sont pas là pour dire le patient il a un petit sachet, ouais, tant mieux, tu peux être greffé, et toi, ah non, 5,5, trop tard. Non. En fait, il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que
jusqu'à 5 cm, on n'a pas de cellules micrométastatiques. Au-delà de 5 cm, il y a des cellules micrométastatiques, donc on ne peut plus greffer. Et ça marche avec la taille, bien évidemment, plus le CHC est gros, plus il y a de risque d'avoir des cellules métastatiques, et plus il y a de CHC, plus il y a de risque aussi. Donc en fait, les critères-là, ils sont juste là pour couper en deux patients qui n'ont pas de cellules micrométastatiques de ceux qui en ont, pour ne greffer que ceux qui n'en ont pas. Bien évidemment, il ne faut pas de métastase, et pas non plus d'envahissement vasculaire, parce que si jamais vous avez le CHC qui a poussé dans le vaisseau, forcément, il a envoyé des cellules ailleurs. Donc en fait, ces critères de Milan, hyper importants, et surtout bien comprendre comment ça marche. Alors, ça ne marche pas à 100%. Des fois, ça rate. Forcément, il y a un peu de casse. Si jamais ça rate et que le patient avait déjà des cellules métastatiques et que ça pousse, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire, les métastases vont apparaître. Où c'est que le CHC métastase? Os, poumon, ganglion. C'est les 3 sites métastatiques. Et en plus de ça, eh bien, ça peut revenir dans le greffon lui-même. Attention, si vous avez un patient qui a une cirrhose alcoolique, stade dernier, enfin ça fait 40 ans qu'il picole, une cirrhose de malade, il fait un CHC, vous le greffez. Donc, vous le greffez, ça veut dire que vous traitez le CHC plus l'usine à CHC qui est le foie cirrhotique. Voilà. 6 mois plus tard, il y a un nouveau CHC dans le foie, dans le greffon. C'est pas qu'il s'est remis à picoler comme un dingo et qu'il a fait une cirrhose et un CHC en 6 mois. C'est qu'en fait, il était déjà métastatique. Il y avait des cellules micrométastatiques qui étaient déjà parties. Certaines sont revenues se réimplanter dans le foie, le greffon, et ça refait un CHC. Donc, surtout, le but de ces critères-là, critères de Milan sont les critères internationaux, c'est de ne pas transplanter un patient qui est déjà disséminé. Plus le CHC est gros, plus il y a un risque de dissémination, avec le cutoff de 5 cm. Bien sûr, c'est pas 4,9 rien et 5,1 cellules, c'est pour ça qu'il y a de la casse. Deuxièmement, plus il y a de CHC, plus il y a un risque, d'où les 3 nodules de 3 cm. Et en France, on rajoute un dernier critère, qui est l'alpha-fétoprotéine. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce critère, cette alpha-fétoprotéine, c'est un très bon reflet de l'envahissement microvasculaire. En fait, le macrovasculaire, on le voit à l'imagerie, mais le microvasculaire, on ne le voit pas. Et du coup, ça paraît logique, si vous avez un CHC qui est juste dans le foie, vous faites une prise de sang, il n'y a pas d'alpha-fétoprotéine. Si c'est un CHC qui a déjà disséminé dans les vaisseaux, et donc qui a envoyé des cellules métastatiques, vous faites une prise de sang où vous avez de l'alpha-fétoprotéine. Donc c'est pour ça que ce critère, tout à l'heure, on a dit que cette alpha-fétoprotéine, c'était bien pour le suivi et pronostic. Eh bien oui, parce que si elle est élevée, ça veut dire que c'est disséminé. Donc en France, on utilise le score AFP. Il ne faut pas le connaître par cœur. Il faut juste savoir qu'il y a la taille, le nombre de nodules, c'est-à-dire comme les critères de Milan, plus l'alpha-fétoprotéine. Alors, il y a tout un tas en réalité d'autres scores, mais peu importe. Un petit mot sur la cirrhose. Alors, la cirrhose, on a dit que la greffe hépatique, c'était un des traitements de la cirrhose. C'est vrai, mais la greffe hépatique, c'est pas dénué de risque. C'est-à-dire que il y a de la casse, il y a de la mortalité opératoire. Derrière, vous mettez le patient sous immunosuppresseur, il fait des complications infectieuses, néoplasiques, etc. Donc, il faut être sûr que la greffe soit pas pire que la cirrhose elle-même. En gros, la question, c'est quand c'est qu'on greffe? Est-ce qu'on greffe tous les patients ou pas? Eh bien non, bien évidemment. En fait, il y a un score, le score MELD. Qu'est-ce que c'est ce score MELD? C'est un score pronostic qui vous donne la survie du patient à 3 mois. En fait, un patient qui a un score tout petit, il ne meurt pas de sa cirrhose. Aucun intérêt de le greffer. Un patient qui a un score très élevé, il a déjà un pied dans la tombe. Donc il faut le greffer. Et en fait, la courbe se casse à peu près entre 10 et 20, aux alentours de 15. Ça veut dire qu'en fait, au-delà de 15, il faut greffer parce qu'il a plus de risques de mourir de sa cirrhose que de mourir de la greffe. En gros, le rapport bénéfice-risque est en faveur de la greffe.
Ce critère, ce score MELD, comment il est calculé? Avec 3 marqueurs. Alors, il ne faut pas connaître la formule, bien évidemment. Il faut juste savoir ce qu'il y a dedans. Ces 3 marqueurs qui sont le reflet du fonctionnement du foie. L'INR, je vous rappelle que le foie fait des synthèses protéiques qui jouent un rôle dans la coagulation. La bilirubine. Je vous rappelle que la bilirubine, c'est un déchet qui vient de l'hémolyse physiologique des globules rouges qui est attrapé par le foie, conjugué par le foie et éliminé dans les égouts que sont les voies biliaires. Donc, s'il n'arrive plus à éliminer, le taux de bilirubine va augmenter. Et la créate, puisque je vous rappelle que quand vous avez des grosses défaillances hépatiques, il peut y avoir un syndrome hépatorénal, d'où la créate. Donc, en gros, quand c'est... Alors, quelles sont les bonnes réponses concernant la transplantation hépatique? Eh bien, la cirrhose, c'est une des causes principales, oui. L'hépatite fulminante, c'est-à-dire soit médicamenteuse, vous avez fait une TS et avalé 2 boîtes de paracétamol, soit vous avez mangé les mauvais champignons. Ça, c'est pas la première cause, bien évidemment. C'est une des indications, mais pas la première cause. Ça peut être proposé en traitement curatif du CHC. Ça peut être proposé pour les hépatites fulminantes et c'est pas contre-indiqué dans le cadre du patient qui a un CHC pas en systématique. Critère de Milan, on a vu, 5 cm ou 3 nodules de 3 cm. Les sites de récidive, os, poumon, ganglion, greffon. Et les paramètres pour le score MELD, BIDI, INR et créate, que je n'avais pas mis là. Quand c'est qu'on greffe, alors le 16, il est un peu vache. En gros, au-delà de 15, mais on vous mettra plus de 20 pour faire ça. Et on arrive à la fin de ce premier dossier. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, dossier numéro 2, dépistage et prévention du cancer du sein avec les recommandations. Alors, je relis rapidement l'énoncé. Vous recevez en consultation une patiente, Madame D. Elle est âgée de 50 ans. Elle présente comme antécédent une cholestectomie réalisée par Célio à l'âge de 44 ans. Bon. Pas de tabac, pas d'alcool. OK. Elle est très inquiète parce que sa meilleure amie vient d'être opérée du tumeur maligne du sein et elle souhaite bénéficier d'un dépistage. Vous l'examinez et vous ne retrouvez rien d'anormal. Donc, déjà, pour planter le décor, concernant le sein, il y a 2 parties. Quand vous faites une radiographie, c'est-à-dire une mammographie, une mammo c'est une radio, il y a une partie qui est blanche, c'est le tissu fibroglandulaire, qui est noble en fait, qui a une fonction, et une partie qui est noire, c'est la graisse. Voilà, je vous montre là. On va revenir après sur les mammos, mais ça, c'est du tissu fibroglandulaire, voilà. Et ça, tout ce qui est noir, c'est de la graisse. Le cancer, il est blanc, ça fait une boule blanche. Les patientes jeunes, elles ont beaucoup de tissu fibroglandulaire, puisque c'est fonctionnel. Donc, elles ont des seins très blancs. Une boule blanche sur du blanc, très dur à voir. C'est pour ça que les femmes jeunes, souvent, il y a l'échographie qui est faite en plus, parce que l'échographie, le cancer est noir et le sein est blanc. Donc, on le voit. Voilà. Là, il y a un cancer. Les femmes âgées, il y a une involution du sang, une involution graisseuse, donc il n'y a plus que de la graisse, donc le sein est très noir, donc une boule blanche sur du noir, vous le voyez. C'est pour ça que les femmes âgées, il n'y a pas besoin en systématique de faire l'écho. Donc déjà, le sein, composante fibroglandulaire radiopaque à la mammographie, oui. Composante graisseuse transparente et non pas opaque. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Le cancer du sein peut toucher les hommes, bien évidemment. Souvent, il y a des mutations BRCA derrière. Donc, à essayer. Ensuite, quels sont les facteurs de risque de ce cancer? Alors, les facteurs de risque qu'il faut bien avoir en tête, l'âge, plus de 50 ans, le sexe féminin, les prédispositions génétiques, BRCA 1 et 2. Alors attention, les prédispositions génétiques, ce n'est pas 0,1%, c'est entre 5 et 10%. Et les antécédents personnels, avec 2 choses. 1, les antécédents bien sûr de cancer, et 2, les antécédents d'irradiation thoracique
médicale à haute dose. Ça, c'est pas avoir fait de radiothorax dans sa vie. C'est avoir eu une radiothérapie, typiquement une patiente qui a eu un lymphome, irradiation des aires ganglionnaires, le sein prend un petit peu, et ça devient un risque de cancer du sein. Important parce qu'elle sort du dépistage de masse. Elle bascule dans un dépistage personnalisé. Donc, âge, sexe, antécédents personnels et d'irradiation médicale à haute dose. Ça, il faut vraiment les avoir bien en tête. Est-ce que votre patiente fait partie de la population cible du dépistage organisé? Alors, le dépistage organisé, que ce soit le sein ou le côlon, c'est pareil, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on commence à 50 ans, puisqu'on considère que c'est au-delà de 50 ans qu'on est à risque de cancer, statistiquement, même s'il y en a qui peuvent apparaître avant, bien sûr. Et on s'arrête à 74 ans, puisqu'on considère que si on débute un cancer du sein ou du côlon à 74 ans, selon les données épidémiologiques, statistiquement, on va mourir d'autres choses avant de mourir de son cancer. Et évidemment, si vous avez la chance d'avoir vos parents ou grands-parents en pleine santé à 74 ans, avec un âge physiologique de 10 ans de moins, il faut continuer à faire le dépistage, bien évidemment. Mais ça ne sera pas du dépistage de masse, ça sera du dépistage individualisé. En gros, ça, c'est le risque moyen. Avant 50 ans, c'est risque faible, on ne fait rien, que ce soit le côlon ou le sein, c'est pareil. Sans symptômes apparents, sinon ce n'est pas du dépistage, c'est du diagnostic. Et avec rien qui classe risque élevé au risque très élevé. Risque élevé, on l'a vu, là, ce sont les antécédents personnels de cancer ou d'irradiation thoracique médicale à haute dose, je vous l'ai remis quelque part, voilà, ici. Et le risque très élevé, c'est les prédispositions génétiques. Pour le côlon, c'est pareil. Risque élevé, c'est les antécédents personnels, blablabla, ou les Mickey. Risque très élevé, c'est la génétique. Donc là, le sein, ça sera BRCA 1 et 2, on va le voir après. Et pour le côlon, c'est le syndrome de Lynch, donc la chaîne PCC, et la polypose adénomateuse familiale. Donc là, dès lors que la patiente, elle n'a rien qui la classe risque élevé ou très élevé, vu qu'elle a plus de 50 ans et moins de 74 ans, elle est éligible au dépistage de masse. Alors, il y a des choses qui n'excluent pas du dépistage de masse. Deux choses, plusieurs, mais il y en a deux pour les ECN à avoir en tête, c'est avoir eu un traitement hormonal substitutif de la ménopause. Les patientes restent dans le dépistage de masse. Certes, ça fait un petit sur-risque de cancer, mais pas suffisant pour faire basculer en risque élevé. Et deuxièmement, descendance à la mammographie, tout simplement parce que il suffit de rajouter l'échographie. Par contre, ce qui exclut, je l'ai déjà dit 3 fois, l'antécédent personnel de cancer du sein et l'irradiation médicale à haute dose. Donc la patiente peut bénéficier du dépistage et elle vous questionne sur l'organisation. Alors comment ça se passe? Le dépistage de masse, tout est fait pour qu'il y ait le plus grand nombre de gens qui le fassent, puisque pour qu'il y ait un impact épidémiologique, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui le fassent. Donc les patientes sont invitées par courrier tous les 2 ans à faire mammographie plus examen clinique. Alors il y a une particularité, le radiologue qui fait de l'imagerie mammaire, ça peut être vrai pour les autres, mais lui en systématique, il fait systématiquement l'examen clinique. Ça veut dire que non seulement il analyse les mammographies, mais en plus il examine la patiente. Donc palpation des seins, des aires ganglionnaires, etc. Et il va classer chaque sein ACR 1, 2, 3, 4 ou 5. 1, c'est normal. 2, c'est bénin. 3, bizarre, il ne sait pas trop. 4 et 5, suspect ou très suspect. Si jamais il classe 1 et 2, c'est-à-dire normal ou bénin, et qu'il se plante, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que la patiente, elle ne va revenir que dans 2 ans. Or, impossible. On ne peut pas laisser une patiente avec un cancer du sein évoluer pendant 2 ans. Donc, les 1 et 2, il y a une double lecture. C'est-à-dire que les clichés sont envoyés dans un centre où ils vont être relus par un deuxième radiologue qui est encore plus expert que le premier, pour être certain de rien louper. ACR 3, 4 et 5, il n'y a pas de deuxième lecture, ça ne sert à rien. Le 3, il voit une anomalie, il va surveiller de façon rapprochée. Le 4 et le 5, il voit une anomalie suspecte, il va faire une biopsie. C'est-à-dire qu'il aura le résultat de l'anapathe avant même que les clichés arrivent dans le centre de relecture. Donc, la relecture, c'est le 1 et le 2. Donc, mammo tous les 2 ans, tous les clichés ne sont pas relus,
c'est le 1 et le 2. Échographie pas systématique, c'est si le radiologue les juge utiles. Classification selon le BI-RADS, ACR 1, 2, 3, 4, 5, et c'est pris en charge à 100%. Alors, si jamais c'était, alors j'ai la question de Salim, si jamais, alors mais si c'était une erreur entre ACR 3 et 4, alors en fait, alors, ça peut arriver, bien évidemment. Alors déjà, on ne vous piégera pas sur ça, hein, mais c'est juste pour comprendre. Alors, je ne comprends pas ta question. Pour la double lecture, en fait, si jamais il a mis 3, 4 ou 5 et qu'il s'est trompé, de toute façon, le 3, il va la revoir dans, par exemple, 4 mois. Donc, il va pouvoir voir si ça bouge ou pas. Et s'il a un doute, il va la biopsier. Et le 4 et 5, il va biopsier d'emblée. Donc, en fait, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci puisque il a vu le problème. Et dans l'absolu, même s'il n'y avait pas de problème, bah, ça serait négatif. Le prélèvement serait négatif. Le plus important, c'est surtout cela. C'est eux où il n'a rien vu qu'il faut absolument relire. Et s'il se trompe entre le 3 et le 4, c'est pas très grave non plus parce que s'il met 4, il va biopsier. Et si c'était un truc bénin, bah, ça va répondre bénin. Par exemple, je ne sais pas, un adénofibrome. Et s'il met 3 alors que c'était un 4, de toute façon, un 3, il va le contrôler de façon rapprochée. Il va voir que ça évolue. Le coup d'après, il va le mettre en 4. Donc en fait, tout à fait d'accord. Il peut y avoir des erreurs entre les ACR 3 et 4, c'est possible, mais ça va être rattrapé. Du coup, votre patiente participe au dépistage organisé. Quelles sont les incidences systématiquement réalisées lors des mammographies de dépistage? Alors, il y en a deux, c'est face et oblique externe. Alors, face, ça s'appelle aussi crânio-caudal, et oblique externe, axillaire. Donc, la face, c'est simple, le sein il est écrasé du haut vers le bas. Voilà. Et l'oblique externe, c'est pas un profil, hein, c'est oblique. On appelle ça aussi axillaire. En fait, c'est le cliché où on peut voir le plus de trucs. Parce qu'en fait, quand vous tendez le bras, là, si vous pincez sur votre bras, vous avez le muscle ici pectoral. Bon, on va le voir sur le cliché. On va voir le muscle pectoral. Du coup, on peut voir même des ganglions, le sein, le sillon sous-mammaire. On va voir plein de choses. Pourquoi on fait ces deux clichés? Parce qu'en fait, c'est un juste milieu entre voir le plus de sein possible, quasiment tout le sein. En réalité, on ne voit jamais 100% du sein, mais peu importe. Et ne pas non plus faire 150 clichés, parce que ça fait mal, ça irradie, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Donc en fait, c'est un juste milieu. On fait le moins de clichés possible, tout en pouvant quand même avoir assez de clichés pour voir suffisamment de choses. Donc, face et oblique externe. Ensuite, ces clichés-là, il y a des critères de qualité. Alors, les critères de qualité, ils ne sont pas là pour dire à la manip, waouh, tu as fait une belle mammo, bravo, tu as une médaille, et ta mammo elle est pourrie, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Non. En fait, pourquoi ils sont à connaître, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, ces critères de qualité, c'est ceux qui vous disent si vous avez le droit d'interpréter la mammo ou pas. S'il n'y a pas les critères de qualité, pas de droit d'interpréter la mammo, il faut refaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces critères de qualité, ils sont là juste pour vous dire est-ce que vous voyez tout le sein ou pas? Tout le sein, on ne voit jamais 100% du sein. Mais en gros, je m'explique. Ça, c'est le cliché de face. On voit quoi? On voit la glande qui est blanche, la graisse qui est noire. Il y a deux critères de qualité. Un, il faut que le mamelon soit au zénith. Ça veut dire en gros que vous voyez autant de cadrans externes que de cadrans internes. On imagine que si vous aviez le mamelon ici, comme ça, on verrait quasiment pas de cadran interne. C'est sûr qu'on loupe du sein, si on voit que ça. Et deuxièmement, il faut voir la graisse rétroglandulaire. Vous voyez, la glande, elle s'arrête ici. Derrière, c'est noir, c'est de la graisse. Il faut le voir. Parce que si vous ne voyez pas, c'est que vous avez coupé la glande, par exemple, ici. On ne sait pas ce qu'il y a derrière si vous ne voyez pas la graisse. Ça, c'est pour le cliché de face.
Le cliché oblique externe, c'est exactement pareil, sauf qu'on rajoute deux choses. Il faut voir le pectoral. Si vous voyez le pectoral, bah, c'est que vous voyez le sein puisqu'il est devant. Et il faut voir le sillon sous-mammaire. Si vous voyez le sillon sous-mammaire, si vous voyez tout le sein au-dessus. Si vous avez coupé là, vous ne voyez pas le sillon sous-mammaire, vous pouvez louper du sein. Donc ces clichés-là, il faut qu'ils soient bien faits pour pouvoir interpréter la mammographie. Donc mamelon au zénith et visibilité de la graisse rétroglandulaire. Je vous montre une image ici. Vous avez une masse, truc blanc ici, et des petits ganglions. On peut voir les ganglions à la mammographie. À l'extrême, des ganglions complètement pathologiques ici. Voilà. L'oblique externe puisqu'on a le pectoral, et on a les ganglions. Donc mamelon au zénith et visibilité de la graisse rétroglandulaire. Ensuite, on fait ce cliché à la patiente. Alors déjà, je vous rappelle que quand on lit des mammographies, par convention, on imagine que la patiente est face à nous. C'est-à-dire que ça, c'est le sein droit de la patiente, ça, c'est son sein gauche. On imagine qu'elle est face à nous, donc sein droit, sein gauche. Pareil ici, sein droit, sein gauche. Ensuite, bien évidemment, ils ne sont pas comme ça, les seins. Ils sont comme ça. Voilà, les clichés. Ce qu'on fait, c'est qu'on les met côte à côte. Vous voyez, comme ça. Pourquoi? Parce que comme ça, c'est beaucoup plus simple à lire. En fait, vu que c'est symétrique, ça vous permet avec vos yeux de détecter des asymétries. S'il y a un truc blanc ici, vous allez beaucoup mieux le voir en recherchant ou en jouant un peu au jeu des 7 différences. Donc, pareil pour les clichés obliques externes, symétriques, et ça permet de rechercher les anomalies. Donc ici, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un cliché oblique externe. On voit le pectoral ici. C'est le truc blanc ici. Deuxièmement, je ne l'ai pas mis, mais on imagine que l'autre sein, du coup, symétrique, est ici. Voilà. Donc ça, c'est le sein droit. Ça, c'est le sein gauche. Sein droit avec un cliché oblique externe. Donc, c'est un cliché oblique externe, sein droit, pectoral visible. Il n'est pas normal. Il y a une espèce de dent de masse avec des petits cheveux, des spicules. Voilà. Ici. Donc, ce truc-là, comment on le classe? ACR5. Alors, 1, c'est normal. Non. 2, c'est bénin. 3, c'est on ne sait pas. Dès lors que vous avez une masse avec des spicules, c'est quasiment toujours un cancer. Donc, c'est du 5. On ne vous demandera pas de classer entre 4 et 5. C'est pour ça que j'ai pas mis le 4. Si on vous pose la question, ce sera forcément un truc comme ça, spiculé, où il n'y a pas de doute. Donc, un probable cancer. L'échographie réalisée en complément retrouve une masse correspondant à une lésion vue sur la mammographie. Quelles vont être, donc quelle va être votre conduite à tenir? C'est simple, ACR5, il faut biopsier. Alors, il y a deux façons de biopsier. Il y a, quand vous avez une masse, que ce soit dans le rein, dans le foie, dans le sein, peu importe, vous faites une biopsie. Voilà. Vous avez une masse, vous en prenez un petit morceau et vous l'analysez au laboratoire pour savoir ce que c'est. Ça s'appelle une biopsie. Une microbiopsie, peu importe, c'est une biopsie. Dans le sein, il y a une petite particularité, c'est qu'il peut aussi y avoir des foyers de microcalcification. En fait, ces foyers de microcalcification, ce n'est pas en soi du cancer, mais ces petites calcifications, elles peuvent être produites par un cancer. En fait, ça peut faire des petites concrétions, des petites précipitations, des petites calcifs comme ça. Ça, on ne peut pas faire une microbiopsie parce qu'on ne voit pas le cancer. On voit ce qu'a produit le cancer. C'est comme si c'était du caca de cancer, on va dire. Et le cancer, on ne sait pas où il est. Peut-être qu'il est là.
Voilà, il a produit des microcalcifications. Donc, si vous arrivez avec votre microbiopsie et que vous attrapez un truc ici, vous pouvez le louper. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas la microcalcification qu'on veut, c'est le cancer. Donc, pour être sûr d'avoir le cancer, on fait une macrobiopsie. On prend un énorme morceau où il y a dedans, bien sûr, les microcalcifications, puisque ça nous permet d'être sûr qu'on est au bon endroit, et on prend un gros morceau et on analyse. Donc, c'est pour ça que quand il y a des microcalcifications, on fait des macrobiopsies. Là, c'est une masse, c'est une boule qu'on voyait en plus à l'échographie. Il suffit de faire une microbiopsie et l'envoyer en analyse. Et on aura le résultat. Alors, oui, je ne vous ai pas dit au début, mais dans le diapo, vous verrez en ligne, il y a plus de choses. Je vous ai mis tout un tas de petits bonus avec des rappels et tout ce que je dis à l'oral. Généralement, il y a une diapo qui le reprend. Ça, c'était par exemple la CR1 et 2, seconde lecture. Le 3, pas de seconde lecture. Le 4 et 5, pardon. Un diagnostic immédiat, etc. Donc, j'ai mis dedans, vous verrez, il y a plein de choses supplémentaires. Et j'arrive à la reco sur le BRCA 1 et 2, assez à la mode, attention. Alors, premièrement, les patientes BRCA 1 et 2, je vous rappelle déjà qu'elles font plus de cancer, à un âge plus précoce, plus de risque de faire un deuxième cancer, et plus de risque de faire en plus des cancers annexiels, c'est-à-dire sein et ovaire. C'est le plus marqué pour le BRCA 1 par rapport au BRCA 2, mais peu importe. Alors, c'est pas à connaître, c'est juste pour comprendre. L'âge médian de survenue du cancer du sein, c'est 40 ans. C'est l'âge médian, ça veut dire qu'il y en a la moitié qui font le cancer avant 40 ans. En plus de ça, c'est des cancers qui ne sont pas de bon pronostic. Au grade, activité mitotique élevée, c'est-à-dire que ça prolifère, et phénotype triple négatif, en gros, il y a plein de médicaments qui ne marchent pas dessus. Du coup, on vient sur la reco. La reco, c'est ça. Il n'y a pas... C'est une seule page à avoir en tête. Alors, ça peut paraître horrible, mais c'est pas très compliqué. J'explique ce qui est tombable, ce qu'il faut avoir en tête. Premièrement, il y a deux âges à avoir en tête, 30 ans et 65 ans. En fait, 40 ans, on a dit que c'est l'âge médian, donc 50% des cancers avant, 50% après. En fait, les cancers surviennent essentiellement entre 30 et 65 ans. Ça veut dire que le dépistage commence à partir de 30 ans. Avant, c'est le dépistage par imagerie. Avant, peu importe, c'est l'examen clinique mammaire annuel, point. Entre 30 et 65 ans, là, il faut mettre le paquet. C'est-à-dire qu'il faut faire le meilleur examen, celui qui permet de voir le maximum de choses, même des fois trop de choses, c'est l'IRM. Donc en fait, tous les ans, IRM mammaire. Tous les ans. Ce qui est super bizarre, c'est que on fait l'IRM mammaire, truc où on, le meilleur examen, et pourtant, on rajoute quand même une mammographie tous les ans. Très bizarre. Ce sont des patientes à risque de cancer. On va leur faire tous les ans une mammographie, donc les irradier dès 30 ans. Donc on augmente encore, en faisant la mammographie, leur risque de cancer du sein. Pourtant, on le fait quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un seul truc que l'IRM ne permet pas de voir, ce sont les microcalcifications. Parce que les calcifications, c'est noir à l'IRM. Or, ça va être perdu dans le sein. Donc c'est pour ça qu'on fait quand même la mammographie, pour voir les microcalcifications. Donc en gros, c'est IRM plus mammo tous les ans. Mais attention, la mammo, on fait une seule incidence. L'oblique externe, puisque c'est celle qui permet de voir le maximum de sein. À partir de 65 ans, c'est moins tombable, c'est surtout entre les deux qu'il faut bien connaître. Vu que le sein est devenu tout noir, on peut se passer de l'IRM et ne faire que des mammos. Donc on refait les deux incidences cette fois-ci, face et oblique externe, et on le fait tous les ans. Ça, c'est pour le dépistage. Chirurgie prophylactique, eh bien, on garde les mêmes âges, 30 et 65 ans. Et
entre 30 et 65 ans, eh bien, on peut leur proposer la chirurgie prophylactique, c'est-à-dire la mastectomie bilatérale. Maintenant, je passe aux annexes. On a dit que le sein, c'était à 40 ans, l'âge médian. Pour que vous compreniez, les annexes, c'est 10 ans plus tard, 50 ans. Donc, du coup, mince, pardon, c'est pas ça que je voulais mettre, voilà. 40 plus 10, 50. Pardon. 30 plus 10. Donc, l'âge médian pour le sein, c'est 40 ans. Pour les ovaires, 50 ans. On a commencé 10 ans avant, donc on va commencer 10 ans avant aussi pour les annexes. Donc, chirurgie prophylaxique des annexes, bah, c'est pas 30 ans, c'est 40 ans. Et pareil, on s'arrête à 65 ans. Donc, entre 40 et 65 ans, on peut proposer l'annexectomie bilatérale prophylactique. Ça laisse le temps de faire des enfants. Et certes, 40 ans, c'est une ménopause précoce, mais ce n'est pas non plus une ménopause à 30 ans. Donc, en gros, si je dois résumer, entre 30 et 65 ans, dépistage du cancer du par IRM et mammo, une incidence tous les ans. Chirurgie prophylactique qui peut être proposée. Et pour les annexes, chirurgie prophylactique entre 40 et 65 ans. J'ai volontairement pas parlé de l'imagerie des annexes parce qu'en fait, dans les recommandations, il n'y a pas d'échographie de recommandée. C'est juste l'examen clinique pelvien annuel, mais dans la vraie vie, souvent, l'échographie est faite. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce qu'en théorie, on ne doit pas vous embêter avec ça. Et on arrive au dossier 3. Alors, dossier 3, ischémie mésentérique aiguë. Donc, je relis rapidement l'énoncé. Vous êtes appelé aux urgences pour voir un patient de 60 ans. L'urgentiste suspecte une ischémie mésentérique aiguë. Donc, l'ischémie mésentérique aiguë, il faut vraiment, pareil, bien le maîtriser. Ça peut s'intégrer dans des dossiers transversaux que je vais vous communiquer au fur et à mesure. Déjà, quelles sont les bonnes réponses concernant l'ischémie mésentérique aiguë? Alors, ischémie mésentérique aiguë, en fait, il faut raisonner un peu comme l'infarctus du myocarde. C'est pareil, c'est comme le cœur, c'est comme le membre inférieur, c'est comme le cerveau. En gros, il n'y a pas assez d'oxygène comparativement à la demande de l'organe. Ici, c'est le grêle. Et c'est comme un gros infarctus du myocarde. Si c'est pas traité, c'est mortel dans quasiment 100% des cas. Avec deux phénomènes à voir, à identifier. C'est un, l'insuffisance vasculaire, donc le vaisseau bouché, comme la coronaire par exemple, et deux, la souffrance. Ici, la souffrance intestinale. Donc, premièrement, inadéquation entre l'apport en oxygène et la demande métabolique du tractus digestif. Okay. Elle est mortelle dans quasiment 100% des cas en l'absence de traitement. C'est une pathologie banale? Non, au contraire, elle est gravissime. Elle est le plus souvent d'origine veineuse non artérielle, on va y revenir. Et c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Ensuite, sur le plan des éléments cliniques, qu'est-ce qui est en faveur du diagnostic? Alors, ici, très simple également, une ischémie, ça fait mal. Donc, douleur abdominale, et c'est une douleur abdominale qui est hyper importante, très intense, brutale et constante. Et très vite, il va falloir de la morphine. Il y a un truc qu'on peut vous mettre dans l'énoncé qui doit vous faire tilt, c'est si l'abdomen est souple initialement. Pourquoi? Parce que, en fait, vous avez un patient qui arrive, qui a hyper mal au ventre. En fait, vous dites, il a un tableau de ventre chirurgical. Donc, vous attendez à la palpation à avoir un ventre de bois, une énorme péritonite avec un ventre complètement contracté. En fait, là, l'abdomen est souple. Pourquoi? Parce que
quand vous avez une péritonite, en fait, tout l'abdomen est inflammé, infecté. Donc, les muscles en regard, les muscles abdominaux, ils sont irrités, ils se contractent de façon réflexe. C'est ça, le ventre de bois. Et là, en fait, les muscles, ils ne sont pas irrités puisque c'est juste un vaisseau qui a été bouché, qui fait certes super mal, puisqu'il y a une ischémie, mais les muscles n'ont rien. Donc, vous gardez au début un abdomen complètement souple. Il peut y avoir des signes d'appel. Les signes d'appel, c'est l'angor mésentérique. C'est comme l'angor du myocarde, c'est-à-dire que si jamais vous avez un angor myocardique, eh bien, quand le patient commence à marcher et fait un certain périmètre de marche, il a mal. C'est exactement pareil pour l'AOMI des membres inférieurs. Hein. Quand le patient fait un certain périmètre, il a mal. Voilà. Là, c'est pareil. Quand l'intestin grêle fait un certain périmètre de marche, il a mal. Sauf que l'intestin grêle, il ne marche pas avec des pieds, il digère. Donc en fait, à partir d'une certaine quantité d'aliments digérés, il a mal. Donc le patient fait des douleurs postprandiales chroniques. Et il n'est pas fou, le patient. Quand il marche 500 mètres qu'il a mal, il sait qu'il faut qu'il marche moins. Quand il mange un repas et qu'il a mal, il sait qu'il faut qu'il mange moins. Donc il va finir par s'amaigrir et même se dénutrir. Donc, angor mésentérique. Lequel de ces éléments cliniques vous oriente vers le diagnostic? Douleur abdominale intense, brutale, nécessitant de la morphine, un amaigrissement récent ou des douleurs postprandiales chroniques pour l'angor mésentérique, et une diarrhée. Alors, de toute façon, dès que vous avez une anomalie dans le système digestif, quelle qu'elle soit, vous pouvez avoir tous les troubles du transit possibles. Je vous rappelle quand vous avez un tube digestif, de la bouche à la sortie, ça avance grâce à des ondes de péristatisme. Si jamais vous excitez le péristatisme, ça va vachement plus vite, ça fait de la diarrhée. Si jamais vous le ralentissez, ça va lentement, ça fait de la constipation. Ça peut même complètement s'arrêter, ça fait une occlusion fonctionnelle. Donc, vous pouvez à peu près tout avoir. On arrive sur les étiologies. Alors, les étiologies, plusieurs choses. Le plus tombable, bien évidemment, c'est artériel. C'est le fameux infarctus mésentérique. Ultra tombable. Je dirais juste un mot sur le veineux, au cas où. Et je dis juste un mot sur le non occlusif, c'est-à-dire le bas débit. Ça, c'est le patient qui est en choc. Je vais y revenir. Artériel, le plus tombable. C'est simple, il y a une artère à avoir en tête qui se bouche, c'est l'artère mésentérique supérieure. En fait, c'est elle qui vascularise tout le grêle, à l'exception du duodénum, mais peu importe. Retenez que ça vascularise le grêle. Donc, c'est elle qui se bouche, et ça fait une ischémie mésentérique aiguë. L'origine artérielle, ça peut être embolique, une cardiopathie emboligène, une FA qui va vous emboliser, et ça peut emboliser dans la tête et faire un AVC, ça peut emboliser dans l'artère mésentérique supérieure et faire une ischémie mésentérique aiguë. Donc on peut vous donner des dossiers là transversaux. Ça peut être aussi thrombotique, avec de l'athérome, pareil, hein, s'il a de l'athérome dans l'artère mésentérique supérieure, il en aura aussi dans les carotides, dans les coronaires et compagnie. Donc ça sera un dossier transversal, pareil, polyvasculaire. Ça peut être aussi une dissection, pourquoi pas. Alors, hop, je reviens juste pour la question. En fait, ça sera l'artère mésentérique supérieure qui se bouchera. Bien évidemment, ça peut être aussi l'artère mésentérique inférieure, mais elle ne vascularise pas le grêle, elle vascularise le côlon. Donc là, on vous ferait plutôt une colite ischémique. Et la colite ischémique, ça ne serait pas exactement la même clinique. Ce serait une douleur abdominale avec des rectoragies et le diagnostic serait fait par rectoscopie, etc. Donc, ça serait un tableau un petit peu différent. Mais bien sûr, elle peut se boucher aussi, tout à fait. Un mot sur l'origine veineuse, ça peut aussi être une thrombose veineuse, la veine mésentérique supérieure, donc la copine de l'artère. Les thrombophilies, essentiellement innées ou acquises, donc en gros, c'est tout ce qui est syndrome myéloprolifératif ou les pathologies de médecine interne, déficit en
1 en protéines CES, etc. C'est moins tombable. C'est surtout l'artérielle qu'il faut avoir en tête. Le non occlusif, je l'ai mis au cas où il y ait une QI dessus. Non occlusif, c'est le choc, c'est les bas débits, donc c'est le choc. Et les toxiques, puisqu'ils ont déjà fait tomber un dossier de toxique cocaïne sur le cœur. Bon, c'est moins probable, mais on ne sait jamais. Donc, quelles peuvent être les étiologies pour le patient ici? Pour le moment, on ne sait pas. Ça peut être une fibrillation atriale, ça peut être thrombotique, ça peut être une dissection, pourquoi pas une prise de cocaïne, c'était plus anecdotique. En tout cas, on n'a pas encore d'éléments pour s'orienter. Petite question d'anatomie, c'est l'anatomie qu'il faut connaître. Le tronc porte, qui draine la veine mésentérique supérieure, la veine mésentérique inférieure, la rate et les veines œsophagiennes. Le reste, on s'en fiche, pas tombable. Bon, ça c'était un piège un peu vicieux. C'était veine, bien sûr, c'était un schéma d'anatomie et pas des varices, mais peu importe, c'était un petit peu vicieux. Quel est le dosage biologique spécifique qui va affirmer le diagnostic? C'est simple, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, rien n'est spécifique. En revanche, si jamais vous avez un dosage cette fois-ci de lactate qui augmente, ça signe la gravité. Je vous rappelle, quand vous avez une ischémie, vous passez un métabolisme anaérobie et vous libérez des lactates avec un risque d'acidose lactique. Donc ça, c'est un signe, non pas diagnostique, mais un signe de gravité. Donc rien ici, en tout cas de spécifique, qui vous affirme le diagnostic. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour le diagnostic? C'est simple, il faut faire un scanner. Un scanner injecté, c'est l'examen clé qui va vous permettre de voir, 1, le vaisseau bouché, et 2, le retentissement. Donc, scanner abdominopelvien. Et je vous avais mis ces images-là. Donc, vous prescrivez la réalisation d'un scanner abdominopelvien, que voici. Qu'est-ce que vous constatez? Alors, on peut vous mettre 2 types d'images dans un dossier comme ça. Premièrement, le vaisseau bouché. Là, je vous ai mis un scanner en coupe sagittale avec l'aorte qui est devant. Premier départ, tronc cœliaque. Deuxième départ, artère mésentérique supérieure. Dedans, elle est thrombosée. Donc, elle ne se rehausse pas comme se rehausse l'aorte ou comme se rehausse le tronc cœliaque. C'est une thrombose ici de l'artère mésentérique supérieure. Donc, première chose, on peut vous mettre le vaisseau bouché. Deuxième chose, on peut vous mettre la souffrance du grêle avec la pneumatose pariétale. Quand vous regardez le grêle ici, vous avez des niveaux hydroaériques et le patient étant couché sur le dos, normalement, l'air remonte vers le haut. C'est pour ça que vous avez de l'air ici, en haut, ici aussi. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'air en bas, par contre. Là, il y a de l'air en bas. Ici, vous avez des bulles d'air. Si elles ne sont pas remontées avec les copines en haut, c'est qu'elles ne sont pas dans la lumière. C'est qu'en fait, elles sont prises dans la paroi. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez votre grêle qui n'est plus alimenté, il va se nécroser. Donc, il y a des trous qui vont apparaître dans la paroi, tout simplement. Et vu qu'à l'intérieur, il y a de l'air, il y a des dégagements gazeux avec les bactéries, etc., il y a des bulles qui vont passer à travers la paroi, se retrouver dans la paroi, et même quitter la paroi, et passer dans les vaisseaux de drainage, les veines de drainage. Elles vont remonter, donc elles vont passer à travers la paroi dans les veines, ça va remonter, ça fait de l'aéromésentérie, ça remonte dans le tronc porte et ça fait de l'aéroportie. Donc vous allez également avoir de l'aéroportie. On avait vu lors de la première conf les différences entre aéroportie, aérobilie et compagnie. Là, vous avez de l'aéroportie. Deuxième chose, il ne faut pas être surpris par la dilatation du grêle.
le grêle est dilaté. On dirait qu'il y a une occlusion, en fait. Alors, en fait, le grêle dilaté, déjà, il peut très bien avoir une occlusion fonctionnelle. Vous pouvez avoir un ilus réflexe. Mais, surtout, le point important, c'est que pourquoi le grêle est tout petit normalement? Parce qu'en fait, il est en permanence écrasé par le péristatisme. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'occlusion fonctionnelle? Vous arrêtez le péristatisme. Donc le grêle n'est plus écrasé, donc il prend la taille qu'il aurait s'il n'était pas écrasé, on dit se dilate, et en fait il prend la taille qu'il aurait. Et ici, c'est le même aspect, parce qu'en fait, soit il y a une ilus réflexe, soit de toute façon, en bouchant l'artère, vous détruisez non seulement le grêle, mais vous détruisez également ce qui fait le péristatisme. Donc il n'y a plus de péristatisme. Donc ça se dilate. Alors, pour répondre à la question de Salim, en fait, oui, tout à fait. Sur cette image-là, en fait, ce qui nous fait dire que c'est bouché, c'est qu'en fait, ça se rehausse pas. Si on regarde ici, tout ça, ça se rehausse, donc c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc, c'est blanc. Là, c'est blanc aussi, le tronc cœliaque, puis ses branches. Et bien là, en fait, tu vois une limite, tac, ça s'arrête brutalement, et en fait, derrière, c'est foncé. Tout ça. Donc en fait, tout ça, c'est du thrombus, mais là, on le voit parce que ça ne se remplit pas de sang avec du blanc dedans, du produit de contraste. Du coup, le scanner est compatible avec le diagnostic, oui. La dilatation des anses grêles, ça n'exclut absolument pas le diagnostic, au contraire, ça en fera partie. Il existe des signes de souffrance digestive, oui, c'était la pneumatose pariétale et l'aéroportie. Et c'était pas de l'aérobilie, mais de l'aéroportie. Quels sont les signes scanners de la souffrance digestive lors d'une ischémie mésentérique aiguë? Alors, déjà, on a dit aéroportie, dilatation, tout ça, on l'a vu. Ensuite, il y a l'amincissement. Pourquoi? Parce que si jamais vous n'avez plus de sang artériel qui arrive dans le vaisseau, dans le grêle, il n'y a plus de sang. Plus de sang, le grêle, il est toujours drainé, il se vide, la paroi se vide, donc ça va s'amincir. Et en plus de ça, ensuite ça va nécroser. Donc ça va s'amincir, puis quand ça nécrose, vu que c'est de la nécrose hémorragique, le sang c'est spontanément dense, il peut y avoir une hyperdensité spontanée des parois. C'est un petit piège. Vu que le sang, l'hématome est spontanément dense, eh bien là c'est pareil, si la paroi nécrose, c'est une nécrose hémorragique, ça peut être spontanément hyperdense. D'où la B, vrai également. Quel aurait été le diagnostic de votre patient si c'était cet examen qui avait été réalisé? C'est pour vous montrer une thrombose veineuse. En gros, ce qu'on voit, c'est ça. Vous avez, toujours pareil, la veine mésentérique supérieure, inférieure et veine splénique qui vont former le tronc-porte, on l'a vu tout à l'heure. Tronc-porte qui peut être bouché. Et bien là, en fait, le tronc-porte, il est là. Il rentre dans le foie, c'est un peu la même image que je vous ai mis tout à l'heure. Quand on regardait le foie de face, c'est une vue de face, une coupe coronale. On a l'estomac ici. Et bien là, il y a un thrombus. Pareil, ça ne se rehausse pas. Tout ça, c'est du thrombus. Tout ça. Dans la veine mésentérique supérieure, il y en a aussi ici, mais peu importe, ça je ne le demandais pas. Voilà. C'est tout ça, c'est du thrombus. Donc si jamais ça avait été cet examen, bah, ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se jette pour donner le tronc-porte? C'est la veine mésentérique supérieure. C'est pas le tronc cœliaque, je vous l'ai montré juste avant, c'est pas l'artère mésentérique supérieure ou inférieure, et c'est pas un bas débit, puisqu'il y a une thrombus. D'ailleurs,
si jamais on vous met un patient avec un scanner en coupe axiale, où vous avez l'aorte ici et un autre vaisseau devant, artériel, ça ne peut être que l'artère mésentérique supérieure, hein. C'est déjà tombé plusieurs fois en coupe scanographique. L'artère mésentérique inférieure, elle est toute petite, beaucoup plus basse, hein, intombable. Le tronc cœliaque qui se coupe en trois, ça part sur les côtés, pareil, on ne vous le verrez pas. Et les artères rénales, elles partent sur les côtés. Donc la seule chose qui est ici, c'est l'artère mésentérique supérieure. La seule difficulté, c'est pas la confondre avec la veine, mais qui est à droite, comme la veine cave est à droite de l'aorte, et qui est plus grosse. Alors, hop là, ici. Ah oui, alors, pour répondre à la question, en fait, je reviens ici. En fait, là, le sang descend, il part du cœur, il remonte dans la crosse de l'aorte et il descend. Je caricature un peu, mais voilà, il va dans ce sens-là. Donc là, il descend, il part ici, il avance, et là, il est bloqué. Donc effectivement, c'est bloqué, et vous avez le produit blanc qui arrive avant. C'est parce qu'on est dans une artère. Là, sur l'image que je vous ai montrée, on est dans une veine. Donc le produit, j'efface ça, il arrive du bas, voilà. Là, il est bouché, donc ça ne monte pas. Tout ça, c'est bouché. Sauf qu'il y en a qui arrivent aussi ici. Il y a d'autres veines ici. Il y a les veines, par exemple, œsophagiennes qui arrivent ici aussi. Donc, en fait, tout ça, ça va se remplir de blanc en aval. Parce qu'il n'y a pas que elle qui lui apporte du sang. Ici, si j'efface, le thrombus, mince, le thrombus, tout ça, c'est du thrombus, c'est bouché. Donc, il n'y a pas de sang qui peut venir comme ça, blanc. Par contre, il y a d'autres veines qui l'alimentent. Ici, par exemple, vous avez une veine, et c'est pour ça que c'est blanc en aval. Surtout si c'est pas clair, n'hésitez pas. Donc, thrombus de la veine mésentérique. Le radiologue confirme le diagnostic. Quelle va être votre prise en charge? Alors ici, on ne vous demandera pas les traitements médicamenteux, etc. Juste les grandes lignes. 3 axes, comme pour le cœur, comme pour tous les autres infarctus, hein, que ce soit le membre inférieur, c'est pareil. Un traitement médical optimal. Donc peu importe, il y aura une antiagrégation si c'est d'origine artérielle, l'héparine, etc. Mais peu importe, traitement médical optimal. Deuxièmement, revascularisation, comme pour la coronaire. Troisièmement, résection de l'intestin qui est non viable, qui est nécrosé, parce que sinon ça va se perforer et ça va faire une péritonite. Donc en gros, ce n'est pas un traitement médical isolé, il faut opérer pour enlever ce qui est nécrosé. Le patient à jeun, bien évidemment, peut être opéré, il ne faut rien mettre dans le grêle, on revascularise et on enlève les anses nécrosées. Quel est le facteur pronostic numéro 1, loin devant tous les autres? C'est le délai de prise en charge. C'est comme pour un gros infarctus. Si vous prenez le patient en charge très vite, ça va bien se passer. Enfin, il y a des chances que ça se passe bien. Si vous attendez 2 jours, il est mort. Donc, c'est le délai de prise en charge. Votre patient est pris en charge sur le plan chirurgical. Quelles sont les conséquences fonctionnelles possibles? Ici, il y en a 3. En fait, on va dire une avec des conséquences derrière. Le problème, c'est que si vous enlevez beaucoup de grêle parce qu'il est nécrosé, eh bien, vous allez avoir un tout petit grêle qui ne sera plus suffisant pour nourrir le patient. Et du coup, le patient va se dénutrir. Et parfois même, on est obligé de maintenir des nutritions parentérales définitives. Parce que si vous avez juste un tout petit bout de grêle, même si vous mettez une nutrition entérale, il n'y a pas assez de grêle pour absorber suffisamment de nutriments. Donc vous êtes obligé de mettre et de laisser une nutrition parentérale avec toutes les complications que ça comporte.
Alors, pour répondre sur la question du traitement médical, les médicaments, on ne vous les demandera pas, mais juste à titre informatif, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien évidemment, il faut optimiser sur le plan hémodynamique. Mise à jeun, ok. Il y a de l'héparine et de l'antiagrégation si c'est d'origine artérielle. Et il y a aussi une antibiothérapie pour, entre guillemets, on va dire, désinfecter le tube digestif pour limiter le risque de passage de bactéries et de sepsis. Mais encore une fois, si on vous pose la question, ce sera sur les grands axes. Ils n'iront pas vous chercher sur le micro-détail. Pour vous montrer ici une image de grêle complètement nécrosée. Voilà. Tout ça, c'est du grêle qui est mort. Et donc, attention derrière à éventuellement une ou deux questions de nutrition qui seraient potentiellement tombables derrière. Alors, maintenant, je vous montre un petit rappel sur les vaisseaux qu'il faut impérativement connaître. Je vous l'avais déjà dit, mais je le répète. L'aorte qui descend. Tronc cœliaque, il faut connaître ces trois branches, j'y reviens juste après. Artère mésentérique supérieure, qu'on a vu. Et les artères rénales. La mésentérique inférieure, intombable. Le tronc cœliaque, je vous rappelle qu'il donne trois branches. Une artère vers la rate, l'artère splénique. Une artère vers l'estomac gauche, l'artère gastrique gauche. Une artère qui va alimenter le foie, mais pas que le foie, qu'on appelle donc l'artère hépatique commune. Et cette artère hépatique commune, elle donne l'artère hépatique propre au foie et l'artère gastro-duodénale, qui alimente à la fois l'estomac et le duodénum. Ces artères-là, il faut les connaître. Pourquoi? Parce que, ça c'est un autre schéma, mais c'est la même chose. Si jamais vous avez un ulcère hémorragique, gastrique, ils vous feront saigner la gastrique gauche. Du bulbe, ils vous feront saigner la gastro-duodénale. Donc il faut connaître ces artères-là, il faut connaître ce schéma du collège, qui est la reconstruction au scanner de ces vaisseaux, aorte derrière, artère mésentérique supérieure devant, tronc cœliaque avec ses trois branches, splénique, gastrique gauche, hépatique commune qui donne l'hépatique propre, et la gastro-duodénale. Donc la 5, très tombable. Et bien sûr, si vous faites un scanner en coupe axiale, vous allez vous retrouver avec l'aorte, l'artère mésentérique supérieure devant, la veine cave, la veine mésentérique supérieure ici. Et je vous rappelle que le pancréas se moule autour de cette veine mésentérique supérieure. Voilà. Petite question maintenant de logique, enfin pas de logique, mais question déguisée, de cours déguisés. Il y a, si jamais vous avez des questions qui tombent ou vous dites bizarre, spécialisé, ça tape dans les coins, etc., dites-vous toujours que derrière il y a une question de cours. C'est juste que c'est du cours un peu plus éloigné, donc toujours raisonner avec le cours. Ici, il y a une lésion, voilà. On imagine qu'il n'y a que ça dans le foie. Cette lésion, vous suspectez un CHC. Et on vous dit, vous pouvez biopsier par le trajet B ou le trajet A. On oublie celui-là. Qu'est-ce que vous faites? Le B ou le A? Question de cours. Déguisé. Si c'est un CHC, il y a deux risques. Un, disséminé, et deux, que ça saigne, puisque le CHC, c'est une tumeur hypervasculaire. Donc en fait, il faut passer par le B. En fait, on ne peut pas biopsier directement dans une lésion et ressortir parce que vous allez mettre des cellules tumorales absolument partout, dans la paroi, dans le péritoine, etc. Et en plus de ça, ça va saigner. Donc il faut passer par une languette de foie sain. Si vous passez par une languette de foie sain, certes, vous allez mettre quelques cellules, mais de toute façon, le foie, il y a déjà une tumeur. Mais au moins, vous n'en mettez pas partout, ça reste dans le foie. Et deuxièmement, la languette de foie sain va faire hémostase contre, ici, la tumeur.
Donc, si on vous fait une question comme ça, ce type de question, pensez toujours à rechercher dans votre tête la logique, et c'est souvent du cours derrière. Hop. Alors, eh ben, on a été plus vite que prévu puisque on arrive. Alors, maintenant, je vais vous donner tout un tas de conseils pour finir l'année. Alors, premièrement, je vous l'avais peut-être déjà dit, mais gardez à l'esprit que les ECN, c'est du cours. Hein. C'est du cours déguisé en patient. Donc, ne négligez pas le cours fondamental. Bien sûr, il faut faire des 2P, des QI, etc., s'entraîner, mais gardez toujours du cours parce que ça vous sauvera dans plein de situations, y compris dans les DP, pas que dans les QI qui peuvent tout balayer, mais vraiment, le cours, attention. Les conférences de consensus, ciblez les dernières années puisque les autres sont déjà intégrés dans votre référentiel. Vous savez que c'est la reco l'emporte sur tout s'il y a une divergence, mais le plus souvent, quand il y a des divergences entre reco et collège ou des choses comme ça, les questions sont nettoyées. Gardez aussi à l'esprit que si jamais il y a quelque chose qui tombe et que vous jugez que c'est ambigu parce que, je sais pas, une reco dit blanc et que le collège dit noir, vous pouvez le faire remonter. Hein. Vous avez un papier, le jour J, vous pouvez le faire remonter au jury. Les questions comme ça, les choses qui remontent sont examinées et des questions peuvent être annulées. Donc une question qui serait hors programme, une question qui serait vraiment complètement confusiogène, il ne faut pas hésiter à faire remonter. Bon, les annales, bien évidemment, il faut les faire. La LCA, toutes les semaines, il faut absolument que là, vous fassiez un dossier par semaine. Quand vous faites des entraînements, si vous voulez aller vite, vous n'êtes pas obligé de lire le dossier en entier. Si jamais vous faites de la LCA toutes les semaines, un dossier par semaine, vous pouvez très bien commencer par lire les questions et faire des allers-retours, lire la question, aller chercher dans le dossier la réponse, enfin dans l'article, lire la question 2, aller chercher dans l'article la réponse, etc. Ce qui est le plus important, c'est qu'il faut en faire toutes les semaines. Donc, soit vraiment ça ne vous gêne pas, vous êtes motivé, vous lisez l'article en entier, soit au moins pendant les entraînements très rapides, je ne parle pas des concours blancs, etc., mais les entraînements rapides, lisez juste les questions, allez chercher les réponses dans l'article. Et même dans l'absolu, si vous êtes complètement à la bourre, ne serait-ce que lire juste une correction de LCA, d'emblée, avant même de réfléchir, bah ça vous apporte des éléments. L'imagerie, pareil, il faut en voir toutes les semaines. L'imagerie, là, bah, d'ici le concours, il faut, quand vous faites des dossiers, etc., même si ce n'est pas en rapport avec ce que vous révisez, il faut en voir un maximum. Et ne négligez pas non plus la thérapeutique. Quelques petits points, puisque là, maintenant, ça commence à approcher à grands pas. Le mois avant, il faut vraiment se focaliser, on va dire les 3 semaines avant. Il faut se focaliser sur les items fondamentaux, parce que là, tout le monde sera au taquet dessus, et vos points faibles. 1 mois, 3 semaines avant, vous avez toujours la possibilité de gagner toujours des points sur ce qui vous fait défaut. Il faut que vous fassiez un cahier dernier tour. Il y en a qui sont achetés aussi possible. En gros, qu'est-ce que c'est un cahier dernier tour? C'est un truc où vous avez tous les scores à connaître par cœur. Il y en a un qui est pas mal, c'est un que j'avais relu. Ça s'appelle Carnet Ultime Tour, je ne sais plus lequel, mais en gros, dedans, il y a tous les scores à connaître par cœur, le CTSI, Balthazar modifié, les trucs de PDA, etc. En gros, interdit de perdre des points le jour J sur un score qu'il suffit d'apprendre par cœur, et dans l'absolu, un élève de CP l'aurait appris en poésie ou en dictée, il aurait recraché par cœur. Donc vraiment, et si vous les avez tous regroupés à un endroit, c'est plus simple d'éviter d'en louper un comme ça. Reposez-vous également, puisqu'il faut arriver frais le jour J. 10 jours avant, clairement, vous n'allez pas révolutionner la médecine, donc revoyez tout ce qu'il faut connaître par cœur, cahier dernier tour, plus, les quelques points clés, et reposez-vous, pas rien. C'est pas grave de faire des erreurs d'étourderie un jour J, vous en ferez forcément, tout le monde en fait. Ce qui est grave, c'est d'en faire plus que les autres. Et si vous êtes crevé, si vous avez une dette de sommeil, vous allez en faire plus que les autres. Donc il ne faut pas arriver aux ECNI en ayant 2 jours de dette de sommeil. Sinon, vous allez être crevé. Déjà, vous allez mal dormir pendant les épreuves. Même les gens qui dorment super bien, moi je m'endors en 5 minutes, mais je vous garantis qu'avant les ECN, je n'ai pas parfaitement bien dormi.
Donc, vraiment, arriver reposé. La veille, ça sert à rien de réviser jusqu'à 4 heures du mat l'AVC, parce que si ça tombe, franchement, coup de génie, mais vous serez crevé pour le reste. Et si jamais, et quand on révise un item, on a tendance à le voir partout. Donc, ça sera une thrombophlébite cérébrale et vous allez penser que c'est un AVC. Donc, prenez plutôt de quoi vous détendre, etc. Alors, ça paraît un peu faire une liste, etc. Vous faites la même avant. Ça paraît un peu conseil de grand-mère, mais chaque année, j'ai des histoires qui, à des externes qui arrivent, des trucs qui leur arrivent. Je surveille les ECN encore cette année. Et il y a toujours des tuiles. Soit j'ai eu déjà le mec qui avait pris des barres là, de trucs de marathonien hyper protéinés ça l'a rendu malade, il a vomi pendant l'épreuve, sûrement qu'il y avait le stress aussi. J'ai déjà eu celui qui avait jamais bu de café, qui avait bu 1 litre de café, qui était tachycarde avec des extrasystoles. Moi, il m'est arrivé une tuile aussi. Avant, on le passait dans des grands hangars. On le passait fermé. Fermé, il fait beau, donc les chauffages centraux sont éteints. Sauf que la semaine où j'avais passé, ben, il pleuvait. Sauf qu'ils, bien sûr, ils n'avaient pas allumé le chauffage. Donc il faisait 15 dans la salle, enfin dans le hangar. J'étais en chemise, petite chemise, j'avais pris une petite veste. Sans mentir, une veste avec une poche, comme ça. Dedans, un iPhone ne rentre pas dedans, hein. Une boîte d'allumettes. Voilà. Ben, ils m'ont fait enlever la veste. Je sais pas, j'aurais pu peut-être cacher le collège de pédiatrie dedans. Donc voilà, donc pensez à prendre un pull ou des trucs comme ça, on sait jamais. Il peut très bien avoir des surveillants un peu limites. Voilà. Le jour J, évitez de discuter des épreuves entre les épreuves. Il n'y a rien de pire pour se déconcentrer, se stresser pour rien. De toute façon, c'est fait. Donc, pensez aux épreuves qui arrivent, mais ne discutez pas des sujets. Il n'y a rien de pire. Quelques derniers petits mots. Ce qu'il faut faire pour s'entraîner, bien évidemment. Bon, alors, je sais bien que l'INSID c'est un peu en PLS, mais voilà. Les confs, bien évidemment. Les concours blancs, les annales de concours blancs, les annales, tout ça, il faut l'avoir fait parfaitement. Je pourrais rajouter aussi tout ce qui est à la fin des collèges, il faut parfaitement le maîtriser. Quand vous faites des dossiers maintenant, il ne faut pas les refaire 2 fois, hein. Il faut que vous preniez une fiche à côté et vous notez sur une fiche ce qui vous a fait défaut. Si vous avez juste à 80% du dossier que vous avez planté 20% parce que c'était le traitement de je ne sais pas quoi ou un examen complémentaire où vous êtes planté, bah vous mettez dans une fiche et vous apprenez la fiche. Mais vous ne refaites pas 10 fois le même dossier. Il faut vraiment avancer. Je vous ai mis, je ne sais pas si vous connaissez ça, winmed.fr. Dessus, c'est pas un truc privé comme les confs, c'est pas non plus un truc public comme le tutorat. C'est un peu un intermédiaire, il y a des subventions, etc. Je vous invite à jeter un œil dessus sur notamment la LCA. Elle est faite par Jérémy Laurent, celui qui a écrit KB d'Elsa, le KB de santé publique. Il fait aussi des concours blancs pour Hermès. Mais dessus, il a fait plein d'Elsa, il faut absolument la faire. Parce que ce qui tombe, ça ressemble vraiment beaucoup à ce qu'il fait. Donc, c'est des très bons entraînements. Il y a aussi de la thérapeutique dessus, pareil, faite par un prof qui est archi-ECN, avec les quelques points clés par médicament, pas les 15 000 effets indésirables qu'il y a dans les bouquins, qui sont intombables, mais vraiment les quelques points hyper tombables. Et l'an dernier, je ne sais pas s'ils l'ont fait cette année, mais ils avaient fait aussi un programme avec des pronostics qui était assez juste comparativement à ce qui était tombé. J'avais regardé après. Donc pareil, je vous invite à faire ça aussi. Il y a d'autres petites bricoles dedans. Si vous avez un truc à faire en plus, je vous invite à regarder ça. J'ai aussi, je vous l'avais peut-être déjà donné, mais j'ai un Google Group où si vous voulez, je peux vous rajouter dessus si vous n'êtes pas dessus. Donc, il suffit que vous m'envoyez votre adresse mail là dans le chat et je vous rajoute dessus. L'idée, c'est que quand je reçois une question, je réponds à l'étudiant et je réponds aussi sur le Google Group. Comme ça, tout le monde a la réponse. Et si jamais j'ai des choses à vous faire passer d'ici les ECN, bah, je peux vous les envoyer dessus. Comme ça, je ne sais pas, une reco, n'importe quoi, je peux communiquer dessus. Je vous ai aussi mis mon adresse mail si vous avez des questions, que ce soit de la médecine ou de la méthode ou autre. N'hésitez pas, pareil, à m'envoyer les questions. Je mets toujours un peu de temps à répondre parce que j'en reçois 10 000. Mais voilà, je les posterai. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, vous m'envoyez votre adresse mail et je vous rajoute. Il me reste à vous souhaiter bon courage pour la dernière ligne droite. Ne lâchez rien, vraiment, jusqu'au bout. Et puis, peut-être qu'on se recroisera du coup ensuite quand vous serez débarrassé de ce concours.
N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous en avez. Et puis, si vous voulez m'envoyer votre adresse mail, envoyez-la moi et je vous rajoute. Bon courage pour la fin de l'année. Ne lâchez rien. Et puis, à bientôt. Salut!